Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2021, le 8, 9 et 10 décembre au Palais des Congrès. Bonjour Marc-Antoine Jammet, vous êtes bien sûr le secrétaire général du groupe LVMH, vous êtes aussi maire de Val-de-Reuil et président de la commission des finances du conseil régional de Normandie. Vous avez participé ce matin ici au CIMI à la conférence, à la table ronde sur l'industrie de l'immobilier et de la ville. Sans elle, pas de relance durable, c'était le thème de cette conférence, à travers l'étude réalisée par EY notamment sur les métiers de l'immobilier et de la ville. Une étude qui montre un retour de l'optimisme à 84% chez les dirigeants de l'immobilier de la ville. Vous ne partagez pas cet optimisme, vous, Marc-Antoine Jammet ? Je le pondère, j'essaye de le nuancer. Il est certain que quand on est dans la logistique et dans l'immobilier de logistique, on peut probablement voir ses affaires progresser très fortement. Est-ce que quand on est dans les bureaux de la même manière, je n'en suis pas certain. Est-ce qu'on est dans le commerce? Pas partout. J'ai remarqué que par exemple sur Paris, les prix de l'immobilier de bureaux comme de commerce dans le Triangle d'Or sont restés sensiblement les mêmes, même s'ils ont été beaucoup nuancés là aussi par des franchises, par des travaux très importants. Un loyer facial qui est resté le même, un loyer économique qui est probablement beaucoup plus bas. Mais néanmoins, ça demeure. Je ne dirais pas la même chose à Saint-Michel, je ne dirais pas la même chose sur un certain nombre de quartiers, à la Madeleine, et je ne dirais pas la même chose à la périphérie de Paris. Je m'interroge sur le quartier des affaires de la Défense par rapport à des gens qui veulent optimiser, renouveler leur siège et rester dans Paris. Donc véritablement, il y a des nuances. Et puis, si l'immobilier a été relancé, est-ce qu'il a été autant relancé pour les 10 millions, 11 millions de Français qui habitent dans les zones périurbaines ou les zones de banlieue? Je n'en suis pas certain non plus tout à fait, malgré de beaux instruments comme l'Agence nationale de rénovation urbaine. Donc optimiste mais conscient de la réalité. Je crois qu'il y a un travail à faire. Si on était tous optimistes en disant c'est revenu comme avant, tout va bien, c'est formidable, comme j'ai pu l'entendre, et tant mieux, il faut être optimiste, on aurait tort. Il y a probablement des transformations profondes à faire, davantage de rénovation thermique, davantage de rénovation technologique, davantage de rénovation numérique, et encore, faisons attention, des quartiers qui méritent d'être plus cédés, des activités qui méritent d'être plus aidé. Le monde de demain ne sera pas quand même totalement comme le monde d'hier. Pierre-André de Chalandard, le président de Saint-Gobain, a évoqué les difficultés de recrutement de la filière. Là, vous étiez plutôt d'accord avec lui? Oui, on est une filière où on travaille quand même à côté de la GECO, à côté de la grue, à côté de la bétonneuse, sur le chantier pour ce qui est de la construction. J'ai un fils qui est ingénieur, il commande des équipes assez importantes. Il n'empêche qu'il faut se lever tôt et être plutôt sur le chantier. J'ai des équipes, moi aussi, dans le monde du luxe, chez LVMH. On fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les maisons, on fait de la maîtrise d'ouvrage nous-mêmes. À un moment ou à un autre, si on ne voit pas les architectes, si on ne voit pas les chantiers, si on ne voit pas les entreprises, ça n'ira pas très loin. J'ai également un certain nombre de collaboratrices de très grands talents d'ailleurs, qui sont celles qui achètent, qui louent, qui transforment, qui revendent un certain nombre d'emplacements dans le monde. Le faire derrière un écran, le faire sur un clavier, ça ne marchera pas non plus. À un moment, il faut avoir ce contact réel. Et on a un métier dans l'ensemble de la chaîne de valeur, dans l'ensemble de la filière. Dieu sait qu'elle est très exposée, de la foncière à la plomberie, au plombier, c'est pas tout à fait la même chose, mais un métier de présence, un métier de terrain, un métier d'existence réelle, un métier de présentiel. Vous avez, Marc-Antoine Jammet, on l'a dit, plusieurs casquettes, toujours tournées autour du domaine de l'immobilier. Et notamment, vous êtes élu et maire de Val-de-Reuil. Et vous avez, sur le domaine de l'immobilier de la ville, plus de questions que d'affirmations. En fait, des questions que vous posez régulièrement à la ministre du Logement qui mène une enquête sur la ville de demain. Quelles sont ces questions, en fait ? La principale, c'est que est-ce que véritablement il y a une incarnation, il y a une parole pour cette périphérie de la ville, pour cette zone périurbaine, pour cette zone urbaine, qui une fois encore rassemble 10 à 11 millions de Français, et où j'ai vu disparaître le ministère de la Ville, tel qu'il a pu être incarné par Jean-Louis Borloo, par exemple. Et c'était une bonne chose, c'était une espérance, c'était une voie, c'était une concentration des moyens et des questions à un seul endroit qui était très importante. Donc est-ce que cette incarnation politique, elle existe encore? La ministre de la Ville, Emmanuelle Wargon, qui est une amie, fait ce qu'elle peut, mais voilà. Et puis il y a des questions qui sont des questions simples. Il y a eu un classement, le classement du Pinel autrefois, le classement de la défiscalisation aujourd'hui, le classement des aides demain, A, B, C, voilà. Et donc quand on n'est pas dans le A et dans le B1, eh bien on n'a rien. Et moi qui suis par exemple maire d'une ville, Val-de-Reuil, qui est à 100% dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, je m'aperçois que je ne suis pas entendu, ce qui fait que je détruis du logement social et que je n'en reproduis pas, je n'en recrée pas. Ce qui veut dire que je dis très directement aux gens, allez habiter ailleurs. Et ça, on ne peut pas éthiquement, moralement, dire à des gens, je détruis votre logement parce qu'il est dans un programme de déconstruction de l'ANRU, ce qui est normal, parce qu'il coûterait trop cher à rénover et qu'il est vraiment en mauvais état, mais je ne vous relogerai
ferait pas, allez donc voir à 10 ou 20 km si on peut construire du logement social ailleurs. Il est clair qu'il faut diminuer les pourcentages de logement social. Moi, je suis parti de 93%, j'en ai 53%, j'ai fait un effort. Mais de dire aux gens de s'en aller parce qu'il y a une impossibilité de reconstruction du logement social sur le logement social, là, c'est peut-être une faille, c'est peut-être une erreur, quelque chose qui n'a pas été vu, et ça pose un vrai problème. Oui, c'est quelque chose que vous ne voulez pas, surtout. Quelque chose que je ne veux pas aller dire à des gens, je déconstruis votre logement, et j'ai raison parce que l'ANRU me le demande, et il a bien raison. C'est plus en état, et on ne va pas le refaire à leur fin. Ça ne va pas coûter plus cher de le reconstruire que si on le construit à nouveau. Mais j'ai une interdiction de construire du logement social. Donc évidemment, un maire qui dit à ses habitants, partez, allez voir ailleurs dans d'autres communes, c'est un maire qui n'est pas très content. On ne dit pas aux passagers et à l'équipage d'un bateau, je suis le commandant, veuillez descendre à terre, on va continuer la croisière sans vous. Autre sujet important, celui de la rénovation énergétique, la transformation écologique, sujet essentiel aujourd'hui dans le milieu du bâtiment et de l'immobilier. Alors, est-ce que l'élu et le dirigeant d'entreprise que vous êtes, est-ce que la double casquette que vous avez aborde chacun différemment le sujet ? Non, il y a une nécessité dans les deux cas. Du point de vue de l'élu et du logement social et du logement tout court, c'est une nécessité économique et sociale. On voit bien aujourd'hui que des factures de chauffage, des factures d'électricité doublent un loyer. Et donc c'est pas simplement une question de confort, je l'ai entendu à table ronde, je suis pas tout à fait d'accord, c'est aussi une question de portefeuille. Quand on diminue un de vos deux loyers, vous avez plus de pouvoir d'achat et vous vivez mieux. Le reste à vivre, il est plus important. Nécessité sociale et économique dans le logement, dans ma mairie. Et puis dans l'entreprise, chez LVMH, moi je vois bien que demain, la plus-value scientifique, la plus-value écologique, la plus-value environnementale, elle sera un argument de vente. Qu'est-ce que ce sera le fabriqué en France ? Ce sera la performance technologique et scientifique et économique, très bien. Ce sera l'authenticité des ingrédients, exceptionnel. Ce sera la protection du consommateur, mais ce sera également la protection de la planète, la certitude qu'une entreprise comme la nôtre, par exemple, qui n'émet que, mais qui va encore diminuer 4,5 millions de tonnes d'équivalent CO2, voilà, c'est-à-dire dans le monde et en scope 3, beaucoup moins que n'importe quelle chaîne de distribution, simplement en France et sur ses bâtiments, mais encore trop, eh bien, cette entreprise, notre entreprise, elle aura sa signature écologique comme une illustration de l'art de vivre à la française. Comme autrefois Victor Hugo, Marcel Proust, Versailles, les châteaux de la Loire, eh bien aujourd'hui, ce sera un bilan écologique, un bilan de biodiversité, un bilan environnemental, et de ce point de vue-là, LVMH est à la fois moteur et leader. Alors pour terminer, justement, je voulais vous poser cette question-là, et ça va boucler la boucle avec le début de notre interview, à savoir, sur ce sujet-là, ce sujet de la plus-value, selon vous, donc, la France, c'est un domaine que vous connaissez, hein, la qualité française, le savoir-faire français avec LVMH, la France peut donc être un exemple de savoir-faire dans ce domaine de rénovation énergétique et de maîtrise de tout ce qui concerne la transformation écologique. Elle a des leaders, on ne va pas citer Suez, Engie, Saint-Gobain était là, dans toute la chaîne de valeur, dans tous les aspects de cette rénovation énergétique. Elle a des leaders qui sont demandés à l'extérieur. Elle a une volonté, elle a une culture qui est quand même une culture du bien-vivre et du confort. Elle peut être une signature de l'excellence écologique, de la créativité environnementale. Elle peut en être la signature. Et cela peut représenter, à la fois pour attirer des capitaux, des investissements dans notre pays, une force extraordinaire, à condition que ce ne soit pas que les bâtiments, mais que ce soit la mobilité, la ville, un certain nombre de choses. Et ça peut être une signature à l'extérieur, une force pour nos entreprises, de dire à tous ceux qui seront nos clients, eh bien écoutez, le bilan carbone, la consommation énergétique, la qualité de production de ce que vous achetez, elle est exceptionnelle. Et donc ça peut être un investissement, une rentabilité et même une plus-value. Moi j'appelle ça la plus-value écologique. Jolie conclusion. Merci beaucoup Marc-Antoine Jamay. Merci. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2021, le 8, 9 et 10 décembre au Palais des Congrès.